Bienvenue dans Zone Franche. Le coronavirus qui continue d'ébranler toute la planète. L'Italie, désormais principal foyer de cette épidémie, enchaîne des records macabres. Le Bénin n'est pas épargné. D'ailleurs, nous allons prendre ce matin des nouvelles de nos deux cas déclarés officiellement auprès de notre invité du jour. Il s'agit du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali Umaru Bachabi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons davantage comprendre le Covid-19, de quoi s'agit-il, comment il se manifeste, quels sont les moyens dont nous disposons pour préserver la population, les dernières mesures prises par le gouvernement qui donc vient d'ailleurs de renforcer ces mesures en fermant les lieux de culte, les différentes églises. Et cette émission, bien évidemment, je la présente avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. André Dossa, bonjour. Docteur Umaru Bachabi, bonjour. Bonjour, bonne arrivée à Canal 3 Bénin. Merci. C'est vrai que c'est l'anxiété générale, l'inquiétude générale, la panique à la limite, sinon même l'hystérie au niveau de certains hommes, notamment béninois, depuis qu'on a annoncé quelques cas au Bénin. Justement, parlant des cas, comment vont-ils ces deux cas qu'on a? Merci, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Merci également de nous donner l'occasion de parler de cette maladie et des mesures que prend le gouvernement pour limiter la propagation de cette maladie dans le pays et pour justement aussi prendre en charge les cas que nous enregistrons. Et effectivement, depuis le 16 mars 2020, le Bénin a enregistré un premier cas de la Covid-19. Et ce cas a été conduit au site de prise en charge qui a été installé, et un site de prise en charge moderne qui a été installé très rapidement, parce que depuis janvier que nous avons senti que la maladie se propageait, la menace, le gouvernement a décidé de l'aménagement d'un site de prise en charge moderne avec tous les aménagements qui s'y est. Donc le cas que nous avons enregistré le 16 mars est actuellement pris en charge dans ce site et sur ce site. Et c'est ajouté, comme vous le savez, un deuxième cas le 18 mars. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces deux cas se portent très bien. Ces patients n'ont plus pratiquement aucun signe. Ils sont pris en charge et ils vont bien. Ils n'ont pratiquement aucun signe parce que vous les avez soignés, c'est ça? Et par quoi? Comment vous les avez soignés? Vous avez découvert déjà le médicament, le remède au Covid? Les patients ont été pris en charge, comme vous le savez, et la maladie se manifeste par un certain nombre de signes. Et il y a donc un traitement que nous faisons pour la prise en charge symptomatique de ces signes-là. Mais en plus de ce traitement, nous avons décidé, le gouvernement a décidé au Bénin de faire une prise en charge avec un protocole à la chloroquine de tous les cas dépistés au Bénin. Et donc, les deux cas qui sont actuellement sur le site de prise en charge suivent ce protocole-là. Et nous avons le bonheur de constater qu'ils vont bien, ils vont mieux. Et donc, la semaine prochaine, ils vont avoir des tests de contrôle biologique et pouvoir... On devrait commencer par se réjouir, donc. On devrait commencer par se réjouir et aussi, je ne veux pas dédramatiser, mais on devrait aussi savoir que le Covid-19 est une maladie qui est généralement pénible. Vous avez sur 100 personnes, pratiquement 50 qui ne feront que des signes mineurs. Et vous avez ensuite, sur les 50 autres, à peine 20% des personnes qui ont des signes, à peine 20% des personnes auront besoin de l'hôpital. Et donc, c'est pour dire que c'est grave, parce que quand on voit le nombre de cas qu'il y a dans le monde, même si la maladie n'est pas grave, le fait qu'il y a autant de cas fait que quand on prend les cas graves, sur l'ensemble de ces cas, ça inquiète. Quand on voit ce qui se passe en Italie aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, cela inquiète. Mais je voudrais que nous sachions raison garder. Et que tout ce qui se dit et se lit sur les réseaux sociaux, que nous
sachions faire la part des choses. C'est complètement difficile, en tout cas, avec cette invasion, je dois dire, des informations, notamment sur les réseaux sociaux. Il me plaît bien de vous demander de nous aider justement à faire la part des choses. C'est quoi le Covid? Comment ça se manifeste? Quels en sont les signes extérieurs apparents? Quelqu'un qui n'est peut-être pas du domaine de la santé, comment est-ce qu'il peut identifier tout de suite, je dois dire, à quelqu'un qui est atteint de cette maladie-là? Il paraît qu'il ne faut plus tousser maintenant à Cotonou. Ou qu'il ne faut plus éternuer aussi. Oui. On peut tousser, on peut continuer à tousser, on peut continuer à éternuer. Et il faut juste prendre des mesures quand on tousse et quand on éternue. Et la COVID-19, c'est une maladie infectieuse due à un virus. Coronavirus 2019. Coronavirus 2019. 2019 pour dire que c'est un virus récent. C'est un virus qui est apparu seulement en 2019. Un virus pour lequel la communauté, les hommes n'ont pas encore développé une immunité suffisante pour faire face. Il y a eu des coronavirus dans les années antérieures. En 2002, on a eu le syndrome respiratoire aigu qui a fait près de 90 000 cas avec 8 000 décès. Et en 2012, on a eu le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et maintenant, 2019, on a un troisième coronavirus qui est apparu en Chine. Cette infection se manifeste essentiellement par des signes peu spécifiques, qui sont des signes qu'on pourrait avoir quand on a une grippe ou un rhume. C'est essentiellement et en tête la fièvre. En plus de la fièvre, nous avons la fatigue, l'asthénie, et nous avons la toux, une toux sèche. Donc ces trois signes sont importants, mais à ces signes peuvent s'ajouter des éternuements, des congestions, un rhume, un certain nombre d'autres signes qui normalement disparaissent au bout d'une dizaine de jours. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette maladie en termes de signes. Mais c'est une maladie très contagieuse. Contagieuse, c'est ce qui fait que aujourd'hui elle se répand si rapidement. C'est sa contagiosité et le fait que le virus est nouveau. Il n'y a pas encore une immunité suffisante au niveau. Comment est-ce qu'elle passe d'un homme à un autre? Quels sont les facteurs de risque? Oui. Essentiellement par deux modes. Et il faut savoir que la transmission du Covid-19 est une transmission interhumaine, d'homme à homme. D'homme à homme. Et non du pangolin à homme. Oui, il y a eu certainement... On sait que la Covid-19 est une zoonose, ça veut dire qu'elle est passée d'un animal à un homme. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit tout le temps d'un animal à un homme que nous attrapions la Covid. Parce qu'on observe que dans les conseils donnés, on ne demande pas aux hommes d'éviter les animaux. Au contraire, on nous demande... On le dit d'éviter tout ce qui est viande crue, un certain nombre d'animaux. C'est important de les éviter, mais c'est surtout dit que c'est par ces deux moyens qu'on attrape la maladie, c'est essentiellement par les gouttelettes respiratoires. Quand on tousse, quand quelqu'un qui a le virus dans son corps tousse, il éjecte des gouttelettes respiratoires. Quand il éternue, il éjecte des gouttelettes respiratoires. Et quand vous êtes à côté de lui, vous allez inhaler ces gouttelettes et attraper ainsi le virus. Le deuxième mode de transmission, c'est manu-porté. Donc, transmission par la main. Ce mode de transmission est lié au premier, puisque c'est quand la personne qui est malade tousse ou éternue que cette personne projette des gouttelettes respiratoires sur les objets qui l'entourent. Donc, ces gouttelettes respiratoires sont sur ces objets, et quand vous venez, que vous touchez ces objets, et que ensuite, après avoir touché ces objets, vous portez votre main vers les yeux, vers le nez ou vers la bouche, vous transmettez le virus dans votre corps
Et de ces deux modes de transmission, vous allez comprendre, découlent vraiment toutes les mesures de protection qui ont été retenues dans notre pays et qui sont qui sont conseillées aux populations. Cela nécessite donc le port de masque si le virus est transmis par les deux modes que vous venez d'expliquer. Votre question est très importante et me permet de faire cette mise au point. Les gouttelettes respiratoires ne restent pas dans l'air longtemps. La transmission de la COVID-19 n'est pas aérienne. C'est quand vous êtes à côté de la personne qui éternue ou qui tousse que vous attrapez les gouttelettes qu'il éjecte. Quelques secondes après qu'il ait toussé ou éternué, ces gouttelettes tombent par terre, ou tombent sur la table, ou tombent sur les objets qui l'entourent. Il n'est donc pas nécessaire. Il nous arrive de voir aujourd'hui des personnes qui portent des masques et qui marchent sur les trottoirs. Je voulais leur dire que la transmission n'est pas aérienne. Vous n'allez pas... Non, mais qui portent des masques alors qu'ils sont dans leur voiture. Voilà, je pense que c'est de trop. Le port de masque est conseillé. Donc, il n'est pas complètement déconseillé. Il est conseillé dans certaines circonstances. Lesquelles? Alors, les circonstances, c'est essentiellement... Le port est conseillé essentiellement aux malades. La personne qui est malade et qui tousse. Le port du masque permet de faire ce qu'on appelle la barrière, d'empêcher que les gouttelettes respiratoires qu'il éjecte puissent être bloquées, empêcher que ça s'étende. Donc le masque les arrête, les bloque et empêche ainsi ces gouttelettes de contaminer les autres personnes, de s'éparpiller sur les objets, etc. Donc pour le malade, c'est très important de porter le masque. C'est aussi important de porter le masque pour les soignants, les personnes qui soignent, qui vont vers les malades pour pouvoir faire des soins, les personnes qui transportent les malades. Donc ils sont dans l'environnement immédiat du patient. Le patient tousse, éternue, il peut les contaminer. Donc essentiellement, chez ces personnes qu'il est conseillé de porter des masques. Donc je souhaite que nos populations comprennent cela et évitent de faire une course vers les masques au risque de prendre tous les masques. Et il y a la spéculation, mais aussi voilà, il y a la spéculation, mais il y a le coût d'opportunité, c'est-à-dire les masques qui sont pris par l'ensemble de la population ne sont plus disponibles pour les soignants, ne sont plus disponibles pour les malades, ceux qui en ont le plus besoin, et ne sont plus disponibles pour les personnes contacts, parce que c'est la troisième catégorie à qui nous conseillons ces masques. Mais ces masques, pour les personnes contacts, ils ne sont pas obligés de les porter tout le temps parce qu'ils ne sont pas malades. Ils sont juste en contact. Mais le problème, c'est que nous envoyons des agents chez ces personnes pour les suivre à domicile. Et donc, quand nos agents arrivent, nous leur demandons de porter le masque pour discuter avec ces agents-là, pour éviter que si d'aventure, si jamais ils étaient contaminés. Il n'y a pas que le port de masque, les réflexes qu'on observe chez les citoyens, les populations en ce moment, c'est également le gel hydroalcoolisé. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? On en voit maintenant de toutes les couleurs, de toutes les gammes. Les pharmacies sont dévalisées. Effectivement, parmi les mesures de protection, le gel joue aussi un rôle. Mais le gel n'est qu'une alternative. Et je voudrais qu'à cette étape de l'émission, que vous me permettez vraiment de revenir sur les méthodes, les moyens de prévention. Ils sont de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les mesures de barrière, et les mesures de distanciation. Les mesures barrières, c'est tout ce qui peut mettre une barrière entre le microbe et la personne saine. Et le tout premier de ces gestes-là, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. Pas besoin de gel. Pas besoin de gel. Vous vous lavez avec notre eau de robinet, avec le savon liquide.
de savon liquide essentiellement. Parce que quand vous avez un pain de savon que vous touchez, parce que vous le laissez, un autre vient, le touche, vous avez peut-être laissé des microbes sur le pain de savon et les autres touchent et donc vous transmettez les microbes par ce biais. Donc le lavage des mains à l'eau et au savon. Et il faut le faire plusieurs fois dans la journée. Il ne faut pas s'en priver. Dès que vous êtes dans un bureau, les gens viennent avec des parapheurs, des documents, vous travaillez avec eux, vous essayez 1 heure après, lavez-vous les mains. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la main va vers les yeux, va vers le nez. C'est des réflexes. Justement, il y en a qui profitent pour se donner un bain de visage rapidement aussi. Voilà. C'est conseillé? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ça peut être dangereux, surtout quand on utilise certains produits. Donc je crois que le lavage des mains est un des moyens de protection les plus importants. Alors le deuxième moyen, qui est un moyen de barrière aussi, de méthode barrière, c'est quand vous toussez. Il faut tousser, il ne faut pas tousser dans vos mains. On voit souvent, quand on veut tousser, on amène ses pommes vers le nez. Il faut tousser dans le creux de son coude. Oui, justement, là aussi, il y a un petit problème, non? On demande aux gens de tousser dans le creux du coude, mais en même temps, on leur demande aussi de se saluer, justement, avec ces coudes-là, qui sont, ma foi, nous n'avons pas prescrit, il n'est pas nécessaire de se saluer, il n'est pas nécessaire de se toucher. Il n'est pas nécessaire de se toucher. Et je pense que, quand on observe le comportement culturel, le fait d'être par exemple amené et chaque fois qu'on se voit dans un couloir de se faire la bise, ça a pu être un mode de transition dans certaines cultures, dans certains endroits du pays. Donc c'est important, c'est pas nécessaire de se toucher par le coude. Donc ces 2 méthodes de barrière sont très importantes. Se laver les mains et tousser dans le creux de son coude. Et également, si c'est troisième méthode, si vous avez un mouchoir à papier, vous pouvez tousser sur le mouchoir, mais tout de suite après, il faut le jeter dans une poubelle et vous lavez correctement les mains. Je voudrais revenir sur les méthodes de distanciation, permettez-moi, parce que je pense que c'est très important que les populations, parce que c'est vraiment ça qui va aider à lutter contre la propagation de cette maladie, c'est la distanciation. Tous les moyens qui permettent aux uns aux autres de ne pas être côte à côte, d'être à plus d'1 mètre l'un de l'autre, sont les bienvenus. Faire en sorte que quand vous êtes dans un endroit public, être à moins d'1 mètre, parce que comme je l'ai dit tantôt, quand vous êtes à moins d'1 mètre, si la personne tousse, ça va être un problème. Mais là, c'est compliqué pour les usagers, par exemple, du marché d'Antopac qu'on a refusé. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé justement d'arrêter les activités là-bas. C'est compliqué aussi pour les gens qui prennent des taxis en commun. On ne sait pas comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre dans un taxi, comme on les appelle chez nous, Topa. C'est difficile parfois, en tout cas, d'avoir ce mètre de distance-là. Et surtout aussi, le mode de locomotion chez nous, c'est surtout le taxi-moto. Alors, entre le conducteur et celui qui remarque son client, comment y mettre 1 mètre? Je pense que les mesures que je viens d'édicter règlent partiellement ce problème. Ça règle ce problème. Puisque si vous êtes derrière un ZEM, il n'est pas dit que vous allez... J'ai dit que la transmission n'est pas aérienne. Donc, pour que le ZEM vous contamine, il faut qu'il tousse et que les microbes qu'il éjecte par les effluves respiratoires, par les gouttelettes respiratoires, que vous puissiez les inhaler. Donc s'il veut tousser... C'est pas en toussant qu'on laisse échapper des gouttelettes, même en parlant, et puis le ZEM, ils aiment faire la conversation. Mais rappelez-vous que la conversation du ZEM se fait comment? Le ZEM, il est sur son ZEM, il regarde droit devant lui. Et vous êtes derrière lui. Justement, donc, le vent attire derrière les gouttelettes qui peut le Les gouttelettes, dès qu'il parle, les gouttelettes sont projetées devant lui. Et les gouttelettes tombent. Les gouttelettes tombent. Les taxis. Il y a quelques mois, quand le gouvernement a décidé, a demandé aux taximans de ne plus faire des surcharges, on avait pensé que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les taxis pour aller à Boycon, pour aller à Ouida, vous voyez, ils respectent cela. Donc je crois que c'est des mesures qui sont prises et nous sensibilisons tous les maires,
tous les acteurs de la société civile accompagnent cela pour sensibiliser, pour que ces mesures puissent être appliquées. Nous savons que c'est difficile, mais c'est important de le faire pour pouvoir éviter, limiter la propagation de cette maladie. Avant d'expliquer les mesures de prévention, je voudrais vous ramener un peu en arrière pour qu'on parle des agents. Les agents de santé qui sont au contact, par exemple, des 2 cas déclarés. Oui. Alors, est-ce que vous les protégez? De quels moyens disposent-ils pour justement ne pas mettre leur vie en danger en allant soigner justement D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de votre question pour rendre hommage à tous nos agents, tous nos collègues qui sont sur le terrain et qui se battent jour et nuit pour faire face à cette maladie, et pour rechercher des cas, pour suivre les cas contacts, pour aller visiter à domicile les personnes en auto-isolement, etc., qui peuvent être en danger. Alors, les agents qui soignent les malades ont des équipements de protection. Et ce sont des agents, actuellement nous avons une bonne vingtaine qui sont sur le site. Ils sont logés, nous avons un campement pour eux. Ils sont logés les 21. Et dès qu'ils mettent pied dans ce campement, ils n'en sortent plus avant la fin de l'épidémie. L'épidémie peut durer 3 mois. Ils n'en sortent plus. Vous les privez de leur famille. Et par groupe de 7, ils font les gardes sur le site de prise en charge. Ils sont restaurés sur place. Et quand ils doivent aller vers le patient, ils ont leur salle de garde à part. Mais quand ils doivent aller vers le patient, ils s'habillent avec ce que nous appelons des épis complets, de la tête aux pieds. Cela permet d'aller au contact du patient sans se contaminer. Donc, je sais que ce n'est pas toujours suffisant à 100%, il y a peut-être un petit 0,0, mais je pense que c'est un sacerdoce. Et c'est pourquoi je disais, il faut vraiment les remercier pour ce sacrifice qu'ils font. Mais nous prenons toutes les mesures pour qu'ils aient les équipements qu'il faut. Les gants, les bavettes et les équipements complets sont actuellement disponibles sur ce site pour que ces collègues puissent vraiment faire face à la situation. Alors, parmi les mesures justement qu'il faut prendre pour se préserver, il y en a un, en tout cas, qu'on cite pêle-mêle. C'est parce que vous aviez appris aussi qu'un bain chaud ou tiède pourrait nous éviter aussi, ma foi, d'attraper le virus, ou tout au moins d'éliminer l'agent qui cautionne le mal. Le bain tiède, c'est un bain que nous prenons tous les jours. C'est pas un bain avec de l'eau de 90 degrés. Vous savez que le virus est certainement sensible à la température, mais les températures auxquelles le virus est sensible sont très élevées. Et ce n'est pas possible d'utiliser cette eau à cette température pour pouvoir se laver et espérer. Donc, il aurait fallu utiliser une eau très chaude. Et je pense que ce n'est pas du tout conseillé de se doucher avec cette eau. En dehors de cette eau tiède ou chaude, il y a d'autres liquides, enfin plus ou moins, que la population, on entend les gens dire qu'il faut consommer telle chose, prendre tel breuvage, ça lutterait contre le Covid. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? L'alcool, par exemple, la décoction, voilà. Je voudrais leur répondre qu'il faut écouter et mettre en application les mesures que propose, que suggère et que prescrit le gouvernement, que je viens de décrire, et que toutes les autres mesures que nous citons ne sont pas efficaces. Au contraire, prendre du Sodabi, vous allez mettre à mal votre foi. Et si jamais vous avez ce virus, ce serait l'un des facteurs de risque pour vous, déjà, puisque vous n'aurez plus assez pour lutter contre cette maladie, le foie étant un organe précieux. Donc, ce n'est pas du tout conseillé. Il n'y a aucune étude qui a été faite qui montre que ces produits que vous citez sont efficaces. Donc, s'il vous plaît, nous évitons vraiment d'en arriver là. Docteur Ali Imorou Bachabi, on va parler maintenant d'un sujet polémique. Le gouvernement a pris une série de 11 mesures qui viennent d'être renforcées avec la décision prise hier nuit. Alors pourquoi le gouvernement béninois n'a pas fermé les écoles?
Je voudrais, avant d'aller sur les mesures polémiques, rappeler que dès le début de l'épidémie, dès le mois de février, un certain nombre de mesures avaient été déjà prises. Et ces mesures ont été confortées par le Conseil des ministres du 4 mars, qui a permis de mettre en place 3 types de mesures. Le premier type de mesures, ce sont les mesures liées aux structures de pilotage de la lutte contre cette maladie. Il y a des structures qui existaient, elles ont été activées. Il y a de nouvelles structures qui ont été créées pour renforcer cette lutte-là. La deuxième série de mesures, ce sont les mesures communautaires en direction des cultes religieux, en direction des écoles, les mesures de prévention, le lavage de mains en direction des écoles, en direction des maires pour qu'ils sensibilisent les populations et des actions en direction de la presse. Et puis un troisième groupe de mesures que nous avons prises, c'est les mesures de renforcement du système de santé. Et c'est là qu'intervient l'aménagement de sites de prise en charge dont j'ai parlé et également le renforcement de notre laboratoire national de référence pour lui permettre d'être en mesure de faire les tests de diagnostic du Covid-19. Aujourd'hui, ces mesures sont appliquées pour le bien de notre population. Nous avons eu ensuite la deuxième série de mesures prises le 17 mars. Et je pense que vous faites allusion à ces mesures. Oui. Ces mesures ont été prises le 17 mars. 11 mesures. Quand on fait face à une épidémie, il y a des principes importants à observer. Et le premier de ce principe-là, c'est le principe de proportionnalité. De proportionnalité. À niveau, au stade d'épidémie donné, mesures correspondantes. Et ces mesures sont évaluées périodiquement et on passe au stade suivant si le faciès épidémique le recommande. Le gouvernement n'a pas pris certaines mesures parce qu'elle ne veut pas les prendre. Il y a des mesures qui n'ont pas été prises parce que ces mesures n'étaient pas encore opportunes. Parce que on a par exemple fermé la frontière, oui, alors même qu'on n'a pas encore enregistré de cas confirmés. On a exagéré là-bas, alors même que, bon, vous avez décrit un peu le mode de transmission et d'expansion de cette maladie-là. Ça va et rapidement et très rapidement. Et aussi que le monde est devenu un village planétaire où il y a les vols, il y a, ma foi, les frontières qui sont ouvertes, il y a aussi la voie maritime qui est aussi là, oui, qui permet quand même le contact entre les peuples. Pardon. Alors, quand on est dans ce genre de situation, faut-il d'abord attendre un degré d'abord avant de choisir des mesures de précaution? Ce sont des mesures que nous prenons sur la base d'un second principe. J'avais parlé de la proportionnalité. Le second principe qui est le principe de la différenciation. À situation différente, mesures différentes. Vous avez parlé d'un certain nombre de pays qui ne sont pas nos pays. Il y a des différences importantes entre ces pays-là. Et donc, les mesures qui ont été prises en tenant compte de notre contexte et en tenant compte d'un certain nombre d'analyses. J'y viens. Prenons le cas de l'école. De l'école. Vous avez ciblé cela. Je voudrais d'abord rappeler que l'école joue un rôle d'éducation de nos enfants. Mais l'école joue également un rôle de garde des enfants. Supposons que on ait fermé les écoles. Qu'est-ce que feraient les enfants? Ils vont rentrer à la maison. Et vous êtes, et moi, nous sommes sur cette émission. Et nos enfants seraient à la maison. Le lundi, on irait au boulot. Les enfants seraient à la maison. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils seront en train de faire? Ils seront tranquilles dans leur lit. Ils ne vont pas aller dans le quartier jouer au football avec leurs copains. Ils seront surveillés. Ils ne vont pas se toucher. Et à l'école, devant chaque classe, les enseignants ont été instruits de mettre un système de lavage de mains. Et on a dit, ne cherchez pas le système qui coûte 100 000. Prenez 2 seaux de 600 francs, un seau vide
dans lequel on met l'eau sale et un seau dans lequel on met l'eau propre et un petit gobelet et du savon. L'un après l'autre, ils se lavent les mains et ils rentrent en classe. Si on les sort de l'école et qu'ils sont à la maison, vous êtes sûr que ce qu'on crée à l'école, on n'aura pas ça à la maison? Vous êtes sûr qu'on n'aura pas pire à la maison? Donc c'est une question de différenciation. Donc c'est important et je voudrais vous dire ceci. Toutes les mesures à prendre pour faire face à cette épidémie sont sur la table. Sont sur la table. Et ces mesures seront prises pas en temps voulu, en temps opportun. Et je voudrais rappeler que les dernières mesures ont été prises un mardi 17. Conseil extraordinaire des ministres. Le premier depuis 4 ans que le président Patrice Talon est au pouvoir. Pourquoi vous pensez qu'il décide de faire un conseil extraordinaire s'il ne mesure pas l'importance de prendre des mesures? À ce conseil, toutes les mesures étaient sur la table. Et elles ont été étudiées. Il y a que l'opinion publique a pensé que ces mesures ne suffisent pas ou ne sont pas assez efficaces. Prenez le marché d'Antokpa. Supposons, je ne le souhaite pas, qu'un malade aille au marché d'Antokpa, mais ça fait imaginer le risque de propagation de cette maladie. Je voudrais vous rappeler également la notion de transmission autochtone. La notion de transmission autochtone. Donc, vous m'amenez certainement sorti de notions, des thèmes qui étaient sur la table du Conseil des ministres, qui ont été étudiés avec des spécialistes et qui ont permis d'orienter la décision du Conseil des ministres. Et comme vous le savez, comparaison n'est pas raison, il n'est pas nécessaire de faire comme les autres. En général, ce qu'ils font ailleurs, ce n'est pas forcément ça qui s'applique quand on est en contact, on est tous en contact avec ses collègues. Alors, c'est ce problème de transmission autochtone. En fait, le problème que nous avons et que vous connaissez, c'est l'importation. Les 2 cas que nous avons ici, ce sont des cas importés. Et vous allez remarquer que les mesures que le gouvernement a prises visent à empêcher l'entrée, sont renforcées dans le sens d'empêcher l'entrée des cas. Malgré la mesure, malgré les dispositifs, les 2 cas sont rentrés. C'est 2 cas spécifiquement du potentiel danger que représente d'Antokpa. Même si moi, il me plaît bien de revenir sur l'école, parlons déjà du potentiel cas d'Antokpa. Oui. Le cas de d'Antokpa, c'est pas différent du cas de l'église, c'est pas différent du cas de la mosquée ou même des sites de réception. On n'a pas fermé le marché. Donc, je pense que les mesures, il y a un certain nombre de mesures que nous ne pouvons pas prendre parce qu'elles répondent à ce que j'ai appelé le principe de différenciation. Quand vous fermez le marché d'Antokpa, aujourd'hui, ou les marchés, alors, toutes les bonnes dames qui vendent là-bas, qui ont des tomates, qui ont des oignons, elles font quoi avec ça? 2 jours après que ça devient. Quand vous fermez ces marchés, vous et moi, on s'approvisionne où pour manger dans nos foyers? Différenciation parce qu'en France ou ailleurs, il y a des supermarchés où on peut aller s'approvisionner avec des conserves qu'on peut garder 1 mois. Vous pensez que la majeure partie de la population béninoise peut vivre 1 mois sans le marché? Et vous pensez que ces femmes qui sont sur les marchés, elles ne sont pas des salariés? Elles ne sont pas des salariés. Mais elles vont vivre de quoi? Mais ces mesures sont sur la table. Mais il faut les prendre opportunément. Quand le niveau de l'épidémie atteint, c'est-à-dire quand on balance le bénéfice de prendre cette mesure et le bénéfice de ce que ça apporte pour la lutte contre la propagation de la maladie. Donc ce n'est pas que ces mesures sont ignorées, sont pas connues, elles sont sur la table, elles sont observées et étudiées, et si c'est nécessaire, elles seront prises. Alors, il y a autre chose que les gens ne comprennent pas, les vols qui continuent d'atterrir au Bénin, alors que certains ont choisi de fermer leurs frontières. Il y a des vols Air France qui continuent d'atterrir. Il y a même la polémique cette semaine, où certains passagers qui devraient être en isolement, etc., on les a laissés s'évaporer dans la nature. Il y a des frontières qui sont encore ouvertes et qui sont en contact avec des pays
où les cas sont plus nombreux que chez nous. Pourquoi est-ce qu'on reste encore en contact avec des pays qui sont, ma foi, sous la crise même? Bon, la première réponse que je voudrais vous donner à cette question, c'est que quand vous avez un voisin et que vous avez une fenêtre commune, s'il ferme sa fenêtre, ce n'est pas la peine d'enfermer la vôtre, parce que vous avez une fenêtre commune. C'est la seule fenêtre que vous avez. Donc puisque vous me dites que tout le monde a fermé les fenêtres, de toute façon, vous me dites que tout le monde a fermé. Non, mais je n'a fermé que le Togo a fermé, le Niger a fermé. De toute façon, on a choisi qu'hier aussi pour fermer. Oui. Donc c'est pour vous dire que le Bénin a pris la décision de laisser certains vols venir et a astreint tous les passagers de ces vols, les astreint à la mise en quarantaine obligatoire. Dès qu'ils arrivent, il n'y a plus aucun protocole. Directement dans les bus et directement est-ce que dans c'est les vrai hôtels. que des passagers ont pu s'échapper, ont pu fuir les hôtels? Il y en a qui se soustraient, même on apprend qu'ils se soustraient justement à ce principe, à ce protocole. Deux cas, ils ne se soustraient pas. Il y a eu effectivement le mercredi. Rappelez-vous que la mesure qui a été décidée prenait effet le jeudi. La mesure a été décidée et prend effet jeudi. Jeudi à partir de 0h01. Donc mercredi, de 0h de toute la journée de mercredi, cette mesure n'était pas encore en vigueur. La mesure qui était encore en vigueur mercredi est la mesure d'auto-isolement. La mesure d'auto-isolement. Et ce que vous décrivez, c'est mercredi que ça s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que prenant et évaluant tous les jours la mesure, la situation, les mesures que nous prenons, nous avons estimé qu'il fallait anticiper cette mesure de mise en quarantaine. Au lieu de garder l'auto-isolement mercredi encore, on préférait passer directement à l'application des mesures. On venait d'avoir un second cas. On dit il faut passer directement à la quarantaine. Et très tôt le matin, la décision a été prise et toutes les mesures subséquentes ont été prises, notamment en écrivant aux différentes compagnies pour leur dire s'il vous plaît, prévenez vos passagers que quand ils vont arriver à Cotonou, ils seront mis en quarantaine. Et c'est quoi cette idée de faire payer aux expatriés nous avons remarqué les frais d'isolement? Nous avons remarqué nous avons remarqué, s'il vous plaît, que les compagnies n'ont pas passé correctement le message. Et quand les passagers sont arrivés, on ne va pas leur faire payer le prix de ce qui n'a pas été fait par les compagnies. Donc, les passagers ont été tous amenés dans les hôtels, comme si on voulait les mettre en quarantaine. Et là-bas, nous avons mis en place des équipes pour discuter avec chaque passager, voir si les conditions de son logement à la maison lui permettaient de se mettre en auto-isolement. Et sur l'ensemble des passagers, il y avait 42 qui ont estimé qu'ils pouvaient faire l'auto-isolement. Et ce plan d'auto-isolement a été étudié avec eux et nous avons estimé qu'on peut les laisser partir. Mais c'était tard, c'était 2h du matin, c'est 3h pratiquement. On l'a dit, restez dans les chambres qu'on vous a attribuées et demain, vous pourrez partir. Alors, c'est ce qui a été vu comme étant, on a laissé les gens partir, les gens se sont échappés. Et la deuxième catégorie, ce sont certains patients. Les patients, les personnes qui ont été évacuées, qui rentrent, nous les envoyons dans les hôpitaux où des dispositions sont prises pour pouvoir assurer la continuité des soins. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport. C'est la question de faire payer aux expatriés les frais de l'isolement, de la fête de quarantaine. Nous sommes préoccupés par cette situation. Le pays que nous sommes, nous avons les moyens que nous avons et les personnes qui viennent, les expatriés qui viennent, sont parfaitement au courant de la situation. J'ai suivi hier une émission où les passagers se plaignaient aussi de ce que le vol est annulé. Il faudrait que le gouvernement paye pour eux, pour qu'on puisse
les rapatrier. On puisse les rapatrier. Donc, c'est pour dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ils se sont retrouvés dans cette engrenade de l'épidémie. Il y a un effort à faire. Mais nous estimons que cet effort, le gouvernement pouvait aider les nationaux à le faire. Est-ce que ce n'aurait pas été peut-être plus facile de dire plus aucun vol au Bénin, j'arrête d'abord, je ferme l'aéroport, plutôt que de dire aux expatriés, bon, vous venez au Bénin, vous payez 14 jours de frais d'hôtel, avec tout ce qui y accompagne. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de biens que nous attendons dans le cadre de la riposte contre les épidémies. Nous avons des appareils respiratoires que nous avons commandés. Plus de 200 respiratoires sont commandés. Nous avons les équipements de protection individuelle. Nous avons un certain nombre d'équipements. Si les vols sont suspendus entre le Bénin et la Chine, entre le Bénin et la France, des vols spéciaux, ça va être... Mais bien sûr, mais je pense que c'est important que dans la fenêtre qui était la nôtre, et comme je l'ai dit, le voisin est en train de fermer sa fenêtre, la fenêtre qui était la nôtre, on puisse permettre que nous puissions régler ces problèmes logistiques. Et je pense que cette mesure, comme les autres, sont sur la table et seront prises en temps voulu. L'isolement n'est pas suffisamment développé. Comment faites-vous en sorte de vérifier, par exemple, que le passager qui décide d'être en auto-isolement, qu'il le fait vraiment et que c'est suivi? Comment ça s'organise? Alors, c'est vraiment aussi là l'occasion pour me donner de remercier nos concitoyens qui, dans leur immense majorité, ont adhéré à cette stratégie. Je voudrais rappeler que depuis environ 1 mois et demi, nous avons checké 250 avions et près de 15 000 passagers. Et sur l'ensemble de ces passagers, nous avons mis en auto-isolement un certain nombre de passagers, de près de 1700. Et ces passagers ont accepté. C'est volontaire. Et cette volonté, elle rentre dans le sens de la protection de la vie de la communauté. Vous savez que vous venez d'un pays touché. Vous avez peut-être été contaminé. Nous vous demandons, quand vous rentrez chez vous, de vous isoler. De vous isoler de votre entourage, votre famille, de vos amis. Et de rester 14 jours comme ça, pour que si d'aventure, on ne sait jamais, si vous aviez vraiment été en contact avec la maladie, que vous ne puissiez pas prendre. Et je voudrais rappeler que à l'aéroport aujourd'hui, nous avons des équipes de surveillance épidémiologique. Nous avons mis en place un certain nombre d'équipements également, des scanners thermiques. Ce n'est pas des thermoflash pour prendre la température. C'est des scanners thermiques auxquels on ne peut pas se dérober quand on a la fièvre. Et donc, tous les passagers qui viennent sont checkés et ils remplissent des fiches aussi avec d'où est-ce qu'ils viennent, la description de leur itinéraire, leur contact. Et ces éléments-là nous permettent de les suivre. Et tous les patients qui sont en auto-isolement, nous avons dans notre pays 34 zones sanitaires. Et dans chaque zone sanitaire, nous avons ce qu'on appelle les équipes d'intervention rapide qui ont été mises en branle. Et ces équipes vont dans les domiciles des patients, sur la base des numéros, des contacts et des adresses que nous avons reçues pour les suivre. Et ces patients, ces personnes ont été sensibilisées pour savoir comment faire l'auto-isolement. Le fait d'avoir une salle séparée, aérée, d'avoir son thermomètre, une bavette, et de prendre sa température matin et soir, d'avoir à portée de main son téléphone, les numéros qu'il faut appeler, etc. pour que si vous avez un problème, vous appelez. Entre le passage de nos collaborateurs chez vous, si vous avez un souci, vous appelez. Mais ces patients, ces personnes sont suivies. Les thermoflash, comment vous les appelez, de l'aéroport, sont tellement efficaces que les deux cas sont passés par là. Mais à ce qu'il paraît, c'est que le Covid ou la Covid ne se signale pas forcément par la fièvre. Il y a des patients qui ne font aucune fièvre, mais qui sont quand même contaminés. Oui. Donc, les éléments que nous surveillons, ce n'est pas seulement la température. La température, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler des signes de la maladie, c'est la fièvre vraiment le signe important. Et c'est la fièvre qui permet de savoir que cette personne est malade et est en train de transmettre. C'est quand vous êtes vraiment malade que vous transmettez beaucoup. Est-ce que c'est possible qu'un patient
ait la maladie sans faire la fièvre. La personne peut ne pas faire la fièvre. La personne peut ne pas faire la fièvre, mais nous avons, comme je l'ai dit, un certain nombre d'autres éléments, comme la description de son itinéraire. Parce que si vous dites aujourd'hui à l'aéroport que vous venez d'Italie, même il y a un mois, quand vous dites que vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme incident avec des passagers venant d'Italie, que vous dites que vous venez de ces pays-là, tout de suite, notre attention est aiguillée. Rappelez-vous, et la personne a témoigné, l'Italien qui est de Nati Tengu. Ça s'est fait il y a un mois, pratiquement. Il n'avait pas de la fièvre. Il n'avait pas de la fièvre, cette personne. Il a été, disons, pris dans notre maille, dans notre filet, par la description de son itinéraire. Et nous avons pu l'amener dans le site d'isolement. Nous avons discuté avec lui. On a conduit cette personne à son domicile avec des moyens sécurisés, l'a mis en auto-isolement et l'équipe de Nati Tengu l'a suivi. Et avec plaisir, il s'en est sorti, il n'a pas fait la maladie. Donc, notre indicateur de suivi, notre élément de suivi n'est pas seulement la fièvre. Mais, vous savez, le collègue, enfin la personne qui est... Le premier cas, c'était un Burkinabé, n'avait pas de fièvre, il venait du Burkina, et les cas n'étaient pas aussi nombreux. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont milité en faveur du fait qu'il ait pu quand il y a passer. des cas comme ça qui vous échappent, comme celui du Burkinabé, et qui entre dans le pays, qui a entré en contact avec des proches, etc., comment vous remontez le fil, On a quand même eu des échos où il était en contact avec un chauffeur, puis il a fait réunion, puis le chauffeur en contact avec sa famille à Lokossa, puis la ramification a continué. Comme cela, ça échappe. Et puis, on a l'impression que le ministère de la Santé ne mesure pas forcément tous les mouvements. Nous mesurons parfaitement les mouvements. Et ce cas dont vous parlez, il a eu pour la recherche de ses contacts 8 équipes. 8 équipes se sont occupées de son cas. Il y a eu 6 équipes à Cotonou, une équipe à Lokossa, une équipe à Boycon pour suivre. Une équipe, c'est combien de membres? Une équipe, c'est 3 membres. Ce sont des collègues qui ont la stratégie de recherche de contact. Et nous avons identifié 42 personnes. 42 personnes que nous appelons premier contact. Des cas, vraiment des gens qui ont fait des réunions avec lui, mangé avec lui, etc. Et ces 42 personnes ont été mis en quarantaine. Ils sont suivis actuellement, ils n'ont rien. Nous avons fait la même chose pour la Togolaise qui était passée ici. Et cette personne, les 20 personnes de contact que nous avons eues, qui ont été en contact avec elle, sont sortis de la quarantaine et n'ont rien. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, le système qui a été mis en place pour faire le suivi des cas qui étaient en place pour l'auto-isolement, pour suivre les cas d'auto-isolement, et le système qui est en place pour le suivi des cas contacts, ce système-là est éprouvé et a fait la preuve de son efficacité. Et je voudrais vraiment rassurer les populations que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas noté une transmission autochtone liée à ces cas. Et nous veillons à ce que dès que ces transmissions seront notées, les mesures sur la transmission autochtone, cela veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de Béninois contaminés, c'est ça? Les Béninois peuvent être contaminés, mais nous n'avons pas noté une transmission de Béninois à Béninois intense. Et nous avons travaillé avec les cliniques privées, avec les centres de santé, sur les signes alertes. Et nous avons eu des cas alertes. Et nous avons déjà fait près de 70 tests pour ces personnes alertes. Parce que ce qu'on pourrait dire, c'est de dire, bon, vous dites qu'il n'y a rien, c'est parce que vous ne cherchez pas. Mais on cherche. Et on trouve des cas alertes. On trouve des cas alertes. On trouve des cas alertes et ces cas alertes sont suivis, sont testés et on s'assure que il y a rien à ce niveau-là. Il y a le second cas dont on parle très peu, mais qui a quand même semé la panique. Faut-il rappeler à sa déclaration, en tout cas officielle, c'est un cas allemand qui a fait un séjour dans 2 hôtels, a-t-on appris, à Cotonou, qui s'est aussi permis quelques moments d'épanchement, notamment à Porto Novo. On a même dit que la personne est allée prendre son bain dans une piscine, a échangé de moments joyeux avec des enfants dans une école, etc. C'est quoi concrètement? Comment est-ce que vous avez pu suivre et encadrer justement ce cas et remonter à ses premiers contacts, comme vous dites?
Mais la chance avec cette maladie, c'est que les personnes, contrairement à d'autres, certaines maladies comme la fièvre Lassa, où très rapidement c'est grave, où très rapidement la personne rentre dans le coma, et où très rapidement on n'avait plus d'informations sur son itinéraire, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Dans le cas de la Covid, ces personnes sont parfaitement conscientes. Ces personnes, quand nous les prenons, elles sont comme vous et moi. Et elles savent ce qu'elles ont fait. Et elles ont la liste des endroits où elles sont passées. Et nous faisons le screening. Ce n'est pas seulement 42 personnes que nous avons pris. C'est près de 160 personnes. Et certaines personnes sont en auto-isolement parce qu'elles constituent des contacts de deuxième degré. C'est-à-dire, j'ai fait une réunion avec vous et je pense qu'on s'est touché, vous avez touché la table où j'étais. Alors, on vous prend comme contact et on vous met en quarantaine. Mais après, vous êtes sorti, vous avez discuté avec M. André. André a un contact de deuxième niveau. Et lui, ensuite, il est allé voir un autre ami, troisième. Donc, toutes ces personnes, ce n'est pas seulement vous que nous... Toutes ces personnes sont recensées et sont suivies. Ce n'est pas que on ne les met pas dans un hôtel pour les suivre, mais on les met en auto-isolement et on les suit. Donc, ces mesures sont prises. Je touche du bois. J'espère que ces mesures... Je pense que ces mesures ne sont pas forcément suffisantes. Je ne viens pas ici sur ce plateau pour dire que nous faisons tout très bien. Et c'est pourquoi nous souhaitons que la population nous accompagne. La population nous informe. Et je les remercie parce qu'ils ont déjà commencé à le faire. Quand nous avons fait le communiqué sur l'auto-isolement, des personnes qui ne respectent pas l'auto-isolement, nous avons eu beaucoup d'appels. Cela nous a permis d'identifier les personnes qui ne respectent pas. On inflige une amende à des personnes qui ne respectent pas l'auto-isolement, 150 € dans certains pays. Ici, à quoi s'expose un individu qui ne respecte pas l'auto-isolement? Il y a un certain nombre de mesures qui seront prises à l'encontre de ces personnes. Mais pour le moment, permettez-moi de ne pas m'étendre sur cela. Mais pourquoi il faut le dire? Il faut que ça pourrait vous décourager. S'il y en a qui ont des intentions. Il y a un citoyen qui m'a appelé hier pour dire, par exemple, on a interdit les manifestations publiques, mais derrière sa chambre à coucher, il y a des cérémonies funéraires qui regroupent ma foi. Et depuis 3 jours, un certain nombre de personnes, il s'en est plaint, il s'en est ouvert à un commissaire qui n'a pas trouvé les moyens, en tout cas, de faire exécuter cette décision prise en Conseil des ministres. Vous savez, ces décisions, les 11 décisions que j'ai là, qui ont été prises en Conseil des ministres, ces décisions, pour leur application, c'est l'ensemble du peuple béninois qui doit se lever comme un seul homme pour le faire. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Béninois. Le gouvernement évalue chacune de ces mesures. Je ne trahis pas un secret en disant que hier, je me suis séparé avec 6 membres du gouvernement à 2 h du matin. Parce qu'on était en train d'évaluer une de ces mesures. Elle a été prise par le gouvernement. Comment est-ce qu'elle s'applique? Quelles sont les difficultés qu'il y a autour? Comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ça? Comment est-ce qu'on va faire pour corriger? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et chacune de ces mesures fait l'objet de cela. Suivi au quotidien pour voir ce qu'il faut faire. La mesure dont vous parlez, qui est liée à la suspension des manifestations, la mesure numéro 5, je voudrais vraiment profiter de ce plateau pour lancer un appel patriotique à nos compatriotes. Que chacun puisse faire penser à l'autre. Si j'ai mon appendicite, c'est mon problème. Si je ne me traite pas, c'est mon problème. Mais si j'ai la Covid-19, ce n'est pas seulement mon problème. C'est le problème de ma famille. C'est le problème de mes voisins. C'est le problème de tout le pays entier. Donc, vraiment, prenons la mesure des choses et évitons d'aller vers ce qui va coûter cher au pays en vie humaine, ce qui va coûter cher au pays en ressources. Nous savons que si les mesures qui sont prises sont mises en application, on va vraiment arriver à faire face, à réduire la propagation de cette maladie. Et comme je le répète, je tiens à le rappeler encore, ce n'est pas fait sur du marbre. Nous avons évalué ces mesures hier de façon consensuelle, participative, et des décisions d'ajustement ont été apportées. Ça va être comme ça qu'on va évoluer. Et si, d'aventure, et nous faisons attention à ce qui se passe autour de nous, l'un des critères suivis, c'est pas seulement le nombre de cas au Bénin.
C'est aussi le nombre de cas au Togo, au Burkina et autres. Donc, je ne viens pas ici pour dérouler la description épidémiologique d'une épidémie, stade 1, stade 2A, stade 2B, et tout ce qu'on met comme outil pour suivre ça, avec les collègues scientifiques, épidémiologistes, et qui nous font des projections, des modèles mathématiques pour montrer comment est-ce que ça peut évoluer selon notre contexte, le nombre de cas qu'on a, le nombre de jours d'incubation que ces personnes ont eu. Tous ces éléments sont sur la table du gouvernement. Et avec ça, les décisions sont prises. Donc ici, ce que je voudrais vraiment, c'est demander aux populations de nous aider. Franchement, si cette émission pouvait avoir comme seul objectif de demander la participation de chacun d'entre nous. Oui, comment la population vous aide? Vous le faites déjà. Comment la population vous aide? Les numéros verts qu'on a mis à leur disposition, ça ne marche pas. Parfois, ça sonne en l'air et personne ne répond. Parfois, ça ne sonne pas du tout. On appelle le commissaire qui dit « je ne peux rien » pour ce qui concerne donc le respect scrupuleux des décisions du Conseil des ministres. Comment est-ce que la population vous aide alors? Il y a des attitudes ou il y a, disons, des contributions qui n'ont pas besoin qu'on appelle. On n'a pas besoin d'appeler. On n'a pas besoin d'appeler pour mettre... Si je décide de mettre une bâche pour faire une cérémonie de 200 personnes, 300 personnes, dans ces circonstances actuelles, ça c'est grave. Ma décision personnelle, ce que ça fait pour la communauté. Donc, les décisions individuelles sont importantes. Et comme je l'ai dit, nous ne disons pas que tout est parfait. Un certain nombre de numéros ont été communiqués, 5. Et nous avons remarqué qu'il y a une tension sur ces numéros. Et nous avons décidé de changer cela. Et à partir de demain, je ne sais pas si vous le permettez, mais avec un opérateur GSM important, MTN, nous allons travailler pour que ces numéros-là, derrière chacun de ces numéros, il y ait 5 autres numéros. Donc, à partir de demain, on pourra avoir 16 appels simultanés. Et nous avons mis en place une salle, un call center, avec des opérateurs qui vont recevoir les appels à partir du 136 et de tous les autres numéros que vous avez pour permettre vraiment une fluidité dans les appels. Donc, des choses ont été faites. Il y a des insuffisances. Nous les corrigeons au fur et à mesure. Des choses ont été faites à une époque. L'époque change. On ajuste. Voilà. Vous n'êtes pas venu sur ce plateau en masque. Vous êtes pourtant de l'équipe, en tout cas les 4 qui réfléchissent derrière toutes ces mesures prises par le gouvernement. Il y a un pays à côté, dans un pays à côté, 3 ministres sont contaminés, oui. Le Burkina pour être plus précis. Et ici, il y a vu des ministres, enfin tout le monde s'affiche avec masque. Il y a même le ministre de la communication qui a visité Canada, mais en masque. Alors c'est quoi? Quel est le projet? Quelle idée il y a derrière cet affichage des ministres avec les masques? Non, c'est pour dire que, comme je vous l'ai dit hors antenne, qu'il y a des circonstances où on peut également être amené à porter des masques quand on est dans un contexte confiné avec 15-20 personnes dans une petite salle. Il est conseillé de porter des masques parce que dans cette atmosphère, si quelqu'un tousse, la salle étant vraiment petite et les gens étant confinés, on peut avoir des... Donc ce n'est pas que le gouvernement donne l'exemple pour que tous les Béninois demain, pour aller au boulot, se mettre en masque. C'est pas la panique. Voilà, c'est pas la panique. Voilà. Au Burkina, déjà, quelques cas au sommet de l'État, ça peut inquiéter, non? C'est pour dire que tout homme est mortel et que tout le monde peut être touché. On a vu même plus, on a vu un Premier ministre touché, son épouse touchée. Donc c'est pour dire que tout le monde est concerné. Et cela, voilà, cela encore me renforce dans la nécessité de faire en sorte que tout le monde soit vraiment impliqué dans cela. Et c'est pour dire aussi que les hommes, le gouvernement fait beaucoup dans ce cadre-là pour renforcer le travail que nous faisons. Et je suis un cadre qui a une vingtaine d'années d'exercice. Et réellement, c'est l'une des rares fois que je vois rapidité de décision comme celle-là. Oui. Avec, dès que vous demandez quelque chose, vraiment le gouvernement est aux petits soins pour s'assurer que le ministère de la Santé ne manque de rien pour faire face à cette épidémie-là.
les procédures. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. On a attendu quoi? Le mercredi, vous avez dit 17 mars pour un premier conseil des ministres, alors que on aurait pu attendre le 18 mars. Ça a commencé quand même depuis décembre. Le gouvernement aurait pu attendre le 18 mars. Le 18 mars, c'était mercredi, c'était le conseil des ministres. C'est parce que le gouvernement a pris la mesure des choses et a estimé qu'il était urgent de se réunir et de se réunir spécialement pour cette maladie et de faire ce premier conseil des ministres extraordinaire qu'il a fait. Et c'est pourquoi, pour donner suite à ça, toutes les facilités sont faites au ministère de la Santé, aux autres équipes, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et la disponibilité des membres du gouvernement, de toutes les équipes des autres cabinets ministériels pour faire face à la direction de l'ANAC à l'aéroport. Vraiment, tout le monde s'y met et je souhaite qu'il en soit ainsi pour la presse, pour les populations, pour qu'on puisse faire vraiment... La presse joue son rôle. Alors, dernière question, parce que nous avons vraiment épuisé le temps imparti à cette émission. À quoi doit-on s'attendre pour les jours à venir? On sait que depuis hier, le gouvernement, en tout cas, après une concertation avec les différentes confessions religieuses, a suspendu les prières, les messes et autres. Le gouvernement a mis en place un comité interministériel qui se réunit au moins une fois par jour et a mis en place également des organes opérationnels autour de ce comité-là. Et toutes les situations sont évaluées, les situations frontières, les situations dans le pays, au niveau du site de prise en charge, etc. Tout est suivi à la minute près. Et, comme je l'ai dit, proportionnalité. À niveau d'épidémie donnée, les mesures correspondantes seront prises. Et toutes les mesures, il n'y a pas de mesures taboues. Toutes les mesures nécessaires à la protection de la population seront prises par le gouvernement pour faire vraiment face à cette pandémie-là. Un message sans doute à l'endroit des populations, pour finir. Oui. Je voudrais en appeler vraiment au sens de patriotisme de nos concitoyens. Parce que les pays qui sont des pays développés, avec un système de santé robuste, nous avons tous vu ce qui se passe dans ces pays-là. Quand des cas importants sont apparus et toutes les difficultés qui sont leurs aujourd'hui à faire face à ces cas-là. Donc, ce qui est important à faire pendant qu'on est encore à ce stade de l'épidémie, c'est appliquer les mesures de protection, les mesures barrières, se laver les mains, les mesures de distanciation, faire attention à ne pas se coller, etc. Ces mesures sont très importantes. Je voudrais en appeler à toutes nos municipalités pour qu'elles accompagnent ce mouvement-là et dire surtout que nous devons garder la tête froide et un cœur chaud pour faire face à cette épidémie-là. Avoir la sérénité qu'il faut pour faire face à cette épidémie-là. Et nous sommes dans une bataille et tous les soldats de la nation seront utiles. Donc il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse faire face vraiment à cette pandémie-là. Le gouvernement seul ne peut pas. Les mesures ne peuvent pas régler le problème. C'est la conscience patriotique de chacun. Donc c'est cet appel que je voudrais faire ce matin à l'ensemble de nos compatriotes pour pouvoir accompagner les acteurs de la santé et le gouvernement pour endiguer cette pandémie de Covid-19. Docteur Ali Umoru Bachabi, secrétaire général du ministère de la Santé, merci d'être passé sur ce plateau. La population vous ont entendu. Merci Tanguy à gauche, les amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Gardez le cœur chaud, mais la tête froide. Face à cette épidémie, moi je vous souhaite de passer d'agréables moments devant Canal 3 Bénin et portez-vous bien malgré tout.